Hello, on se retrouve pour la seconde partie du bilan culturel du mois d'août qui sera consacrée aux livres que j'ai lus. Et je vais commencer dès maintenant parce qu'il y en a une dizaine, je crois. J'ai commencé le mois avec Ainsi soit-elle de Benoît de Groot, qui est un essai sur le féminisme. Benoît de Groot, elle est connue dans la sphère féministe, notamment dans les années 70. Et surtout grâce à ce livre aussi. Benoît de Groot, elle est écrivaine en règle générale. Elle a beaucoup réfléchi sur la question du féminisme et ce qui est intéressant, c'est que elle y a réfléchi, mais relativement tard par rapport à d'autres féministes de son temps. Il me semble qu'elle avait 40-50 ans. Elle n'était pas dans sa prime jeunesse, entre guillemets, au moment où on découvre qui l'on est et quelle place on prend dans la société, lorsqu'elle a saisi tous les enjeux du patriarcat. C'est intéressant de voir la question féministe sous cet angle-ci, je trouve, et c'est d'autant plus important de le savoir quand on la lit. Donc dans Ainsi soit-elle, elle va utiliser un ton très sarcastique, très piquant pour expliquer comment, dans sa vie de femme, elle ne s'en était pas nécessairement rendue compte initialement, mais qu'elle a dû essuyer des échecs dus à son genre. C'était assez enrichissant de découvrir sa pensée. Après, j'ai pas appris énormément de choses grâce à son ouvrage, et j'avoue que, étant donné que nous sommes quasi à la moitié du mois de septembre, ça s'est un peu effacé dans ma mémoire. On va dire que ma lecture a été beaucoup moins retentissante que lorsque j'ai découvert le deuxième sexe de Beauvoir, par exemple. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment la pensée a été construite au fur et à mesure. Je pense que ce qui est le plus intéressant dans son ouvrage n'est pas nécessairement ce qu'elle dit, bien que ça soit pertinent, mais plus la façon dont elle l'a ressenti. Et c'est aussi ça qu'elle a voulu transmettre, je pense. Ensuite, j'ai lu Millennium, le deuxième tome. J'avais lu le premier tome il y a 2 ans de ça. En fait, c'est pas du tout le type de lecture que j'ai habituellement, mais c'est vrai que l'été, tout ce qui est thriller, policier, etc., ça me plaît bien. Et puis Millennium, c'est aussi une série qui me plaît dans le sens où le personnage principal est une femme, et une femme qui est très touchée par les questions de violence en fait, mais envers les femmes. Le personnage principal est une femme, et une femme qui a une vie très très compliquée et très dure, où elle a subi des agressions, où elle a subi des viols et des violences en règle générale. Et c'est une femme forte, et il y a tout un aspect féministe qui est abordé dans cette saga. C'est ce qui me plaît aussi dans ses écrits. Autant le premier tome m'avait totalement emporté, j'avais adoré. Autant dans celui-ci, j'ai trouvé que ça mettait énormément de temps. Le livre est énorme en plus, il fait 600 pages. Mais ça met tellement de temps à se mettre en place. En fait, il y a 200 pages qui sont très longues, 200 pages qui commencent à amener une intrigue beaucoup plus intéressante, et la fin en fait est rapide, et c'est là où il y a tout le point de convergence, mais ça met trop de temps à venir à mon sens, et c'était pas sauvé par l'intrigue et par la plume. Enfin, c'est une plume simple. Et ouais, j'ai été un peu déçue de ce deuxième tome, et ça me donne pas envie de lire le troisième, mais j'en ai déjà parlé dans un vlog. Je pense que je vais écouter la retranscription faite par France Culture. Mais c'est une série que je vous incite quand même à lire, parce que c'est vraiment de bons thrillers, et c'est de toute façon une référence dans le genre, je crois. Ensuite, j'ai lu La gloire de mon père et Le château de ma mère de Pagnol, qui font partie des souvenirs d'enfance de Pagnol, composé de 4 livres. C'est une série de livres dont j'avais beaucoup entendu parler, qui repasse un petit peu chaque été sur les réseaux sociaux et en règle générale, parce que c'est vrai que ça se passe
à Marseille et on voit l'image d'un enfant qui évolue dans tout cet univers, dans le milieu 20e, avec toutes ces traditions, tout ce côté très rural, très famille du Sud en fait. On sent le soleil quand on lit ces livres. Par contre, j'ai été vraiment déçue. Ce sont vraiment des livres où il ne se passe rien, où c'est juste la langueur de la vie et de la découverte de la vie avec l'oncle, la tante, le père, la mère. Et voilà, faut pas s'attendre à grand chose. Il se passe pas grand chose dans ces livres et c'est comme ça, c'est normal, ce sont des souvenirs. Mais du coup, c'était un petit peu longuet à lire. Mais si vous ne lisez pas beaucoup ou si vous avez besoin de quelque chose de simple, peut-être que vous pouvez vous tourner vers ces ouvrages. Et ça reste quand même des livres assez reconnus. Il y a quand même une atmosphère qui m'a bien portée. Le côté soleil, sud, vacances. Pagnol, à la base, il est réalisateur. Il n'est pas écrivain. C'était intéressant parce que j'avais l'impression de regarder mon oncle de Tati quand je les lisais. Il y a cette atmosphère assez analogue, je trouve. Donc si vous avez vu ce film et que vous avez lu ces livres, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a tout cet univers du Sud. Petit monde en fait qui s'y passe et de ce côté-là, j'ai trouvé ça relativement plaisant. Ensuite, j'ai lu La domination masculine de Bourdieu. Là encore, un essai sur le genre, le féminisme, la place des femmes et le patriarcat. Là encore, un classique dans la catégorie essai du 20e sur ces questions-ci. La différence étant que là, pour le coup, c'est traité par un homme. J'avais dit, du coup, dans un vlog, que la personne qui me l'avait prêté, y voyait quand même beaucoup de choses questionnables. Je vais essayer de retrouver son message pour vous évoquer ces points-ci. Elle me dit « Il ne cite aucune chercheuse féministe ou sur les femmes, alors que lorsqu'il publie de nombreux travaux ont déjà vu le jour et il s'en est indubitablement inspiré. » Deuxièmement, il me semble qu'il ne parle jamais de système patriarcal ou de système de pouvoir, mais de domination masculine, ce qui limite la possibilité de penser l'intersection des questions de classe, race, sociale et sexualité, comme si la domination masculine était unique et identique. Troisièmement, il me semble qu'il dit, mais peut-être que je me trompe, que les femmes acceptent ce système ou y participent, je ne sais plus. En plus de simplifier la question d'identité/pouvoir, cela fait abstraction des constructions sociales qui en effet peuvent amener à reproduire les rapports de genre pour différentes raisons. Identité de classe, d'ethnie, position subalterne et aussi à la construction sociale de genre amenant à reproduire ce système. Alors j'entends tout ce qu'elle a dit, mais moi je me rappelle que quand je l'ai lu, justement il y avait des sous-parties sur la question des races. Alors c'est à peine touché, mais il y a une question d'opposition entre l'Orient et l'Occident, toujours questionnable avec bien sûr la primauté européenne et de colons blancs qui est là parce que Bourdieu était franco-français quoi. Mais effectivement la question de race est tout de même abordée. Quant au fait que les femmes sont conscientes et participent à leur oppression, effectivement il le dit, ouais, il l'appuie quand même beaucoup. Mais on pourrait faire le même reproche à Beauvoir du coup, et on peut le faire, il n'y a pas de souci, parce que Beauvoir n'est pas à porter au nu. C'est pas quelqu'un qui a fait que des choses bien, elle en a fait beaucoup, mais voilà, elle est aussi questionnable sur d'autres points. Je m'égare. Après, il invoque le fait que les femmes reproduisent en fait des systèmes dans lesquels on les a ancrés. Le tout des ouvrages féministes, c'est de montrer à quel point le système patriarcal est tellement insidieux que la femme est englobée dans ça. Et sauf des constructions, elle évolue et elle essaie de se construire à travers ce système-ci dans lequel on l'a éduquée. Donc c'est abordé, mais effectivement, on n'en est pas à un point où c'est central dans le livre. Il repose quand même beaucoup son texte sur comment les hommes oppressent les femmes. Et pour ce qui est du fait de citer d'autres autrices et d'autres penseuses de la question féministe, si, il le fait quand même. Il abordait tout de même Beauvoir, après il y en avait d'autres. Je pense à Beauvoir parce qu'ils sont assez contemporains.
Il est tout à fait probable qu'il ait cité Benoît de Groot aussi. J'ai pas le livre sous la main, donc je peux pas le dire en attestant mot pour mot, noir sur blanc. Mais il me semble qu'il y a quand même ces questions qui sont posées. On m'avait dit que c'était un livre compliqué à lire. J'ai pas spécialement trouvé. Je pense que Bourdieu, j'essaierai de lire surtout d'autres livres sur les médias, la place que prennent l'information et la culture dans nos vies et comment ces instances-ci régissent notre manière d'exister. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome d'Orange, qui est un manga. On va continuer la même histoire, donc j'ai déjà parlé d'Orange pour le bilan de juillet, du tome 1, et j'ai une fois de plus beaucoup aimé le tome 2. On continue cette histoire où l'héroïne essaye de savoir et de sauver le garçon qu'elle aime. On fait des allers-retours sur le passé et le présent, enfin le futur et le présent, j'arrive pas trop à dire. Bref, il y a une alternance des chronologies et des réalités du temps en fait, qui est toujours aussi plaisante et bien menée. J'aime toujours autant les dessins, j'aime toujours l'atmosphère hyper doudou de ce manga. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre une héroïne qui reçoit une lettre qu'elle s'envoie du futur et qui dit voilà, aujourd'hui il y a un garçon qui va arriver dans ta classe et tu vas tomber totalement amoureuse de lui. Et en fait on apprend que ce garçon, à l'âge où elle s'écrit en fait plus âgée, ce garçon est décédé et du coup elle lui demande de faire les choix qu'elle n'a pas fait. Et elle lui prédit plus ou moins les journées qu'elle va passer pour essayer d'éviter certaines situations. Il y a ce côté un peu fantastique, mais qui n'est pas déplaisant, qui ne prend pas le pas sur le récit et qui m'a plu. Ensuite, j'ai lu La mort en été de Mishima, qui est un recueil de nouvelles. Il me semble qu'il y a 10 nouvelles et il y en a 3 qui m'ont marqué, donc je vais en parler brièvement parce que c'est court. Il y a la nouvelle Patriotisme, c'est l'histoire de 2 amants qui se suicident face à la pression du contexte de guerre parce que l'homme est soldat, il me semble qu'il est chef de régiment en plus et ça va être effectivement un dialogue entre les deux pour se dire à quel point ils s'aiment, à quel point la réalité est dure et à quel point la vie est compliquée à vivre en ayant ce joug en fait au-dessus de leur tête et c'est très beau, c'est très dur et c'est très beau. Ensuite il y a Dōji qui est une pièce avec un rapport à la vieillesse et l'histoire d'amour déchu. Il y a quelque chose qui relève aussi du fantastique. Et moi qui aime pas spécialement lire du théâtre, ou du moins qui ai plus de mal à me mettre dedans, j'ai quand même aimé. Donc peut-être que ça peut vous plaire. La dernière qui m'a vraiment marquée, c'était Onagata, qui aborde la question du genre et l'inversion des codes. Thème qu'on retrouve chez Mishima, notamment dans Confession d'un masque, qui sont plus ses souvenirs et ses mémoires. Mais voilà, il y a la question de fluidité dans le genre, dans l'identité de genre. Mishima, je trouve qu'il l'aborde toujours assez bien, avec une part relativement onirique, toujours aussi plaisant, et j'ai hâte de me replonger dans un autre de ses livres. J'ai lu Égal à égal, la ville faite par et pour les hommes de Yves Rebaud. C'est un tout petit livre qui fait 60 pages, même pas. Comme le titre l'indique, Yves Rebaud va revenir sur comment l'espace dans lequel on vit, comment les villes occidentales dans lesquelles on vit ont été façonnées de façon à ce que chaque femme qui s'y trouve et qui essaie de s'y faire une place, d'y sillonner les rues, ne se sent pas en sécurité. J'ai essayé de retrouver les parties qui montrent les axes qu'il emprunte. Ce qui est intéressant dans son analyse, c'est qu'il revient sur des faits réels, des décisions qui ont été prises au niveau des municipalités en France. Le texte date de 2015, donc il va reprendre jusqu'à ce moment-ci. Il va parler du fait que Bordeaux ait été gouverné par des hommes jusqu'à Alain Juppé. Voir comment les femmes ont repensé aussi l'espace qu'elles prenaient dans la ville à travers des ouvrages et à travers l'art.
Il va citer Sylvia Radelli qui revisite le plan du métro avec d'autres femmes comme Simone Weil, Hannah Arendt ou encore Edith Piaf ou Frida Kahlo. Il fait des zooms sur des contextes et des faits réels qui ont eu lieu en France de façon à ce que les femmes prennent plus de place. Comment l'Île-de-France a essayé de repenser les choses. Il aborde aussi, à certains égards, la question de l'écologie et à quel point les femmes ont participé à ça, notamment parce que la question environnementale est très souvent associée à la femme, dans l'idée que la verdure et la nature renvoient à la douceur de cette femme susdite. Les chapitres font environ, je sais pas, une dizaine de pages, même pas. Il essaye de donner une réponse à tous ces questionnements de comment on peut faire en sorte que les femmes prennent leur espace, comment les femmes pourraient s'intégrer et régir un espace qui leur est dû et coexister avec les hommes. Donc c'est un tout petit livre édité chez Belin. Yves Rebaud est géographe et j'avoue que j'avais jamais lu de texte qui revenait sur ces questions de justement l'espace, mais l'espace spatial. Et c'est assez intéressant parce que du coup il aborde et la question de la violence systémique de façon plus insidieuse et dans les comportements, et aussi à quel point ces comportements susdits régissent également le tout où l'être physique se meut. J'ai lu Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, qui est une comédie que j'ai pas spécialement appréciée. Marivaux, il joue beaucoup sur l'inversion des rôles entre les serviteurs et les maîtres. Et là encore, il le fait. Il va y avoir des jeux de relations avec l'un qui doit se marier à l'une, mais qui finalement tombe amoureux de l'autre. Il y a des réalités qui vont être cachées, des richesses qui vont être cachées. Je vais essayer de retrouver le résumé pour être plus précise, mais Marivaux, il tourne beaucoup autour de ça et c'était déjà le cas dans L'île aux esclaves que j'avais lu précédemment et que j'avais beaucoup aimé. Monsieur Orgnon souhaite que sa fille épouse le fils d'un de ses vieux amis. Mais Sylvia, peu disposée à se marier, obtient de son brave homme de père l'autorisation d'observer sous le déguisement de sa servante le jeune homme à qui sa famille la destine, donc Dorante, ignorant que ce dernier a eu la même idée qu'elle. Aussi, l'aventure, divertissante au début, tourne-t-elle au cauchemar pour elle lorsqu'elle se rend compte qu'elle est attirée par le valet qui lui fait une cour discrète, alors que le comportement de celui qui se présente comme son promis lui fait horreur. D'autant plus que Monsieur Orgnon, qui s'amuse de la situation, refuse d'interrompre le jeu. Donc voilà, on est une fois de plus sur l'amusement de Marivaux quant à ses pairs bourgeois et aisés via les personnages de valets et les inversions. C'est cocasse, mais pour le coup là ça m'a pas forcément happé. Ensuite, je vais parler de 3 livres très courts que j'ai déjà évoqués dans le dernier vlog qui est sorti. Donc je vais pas rester très longtemps dessus, je pense. J'ai lu 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. On va suivre une femme qui va réciter sa plus belle histoire d'amour, sa jeunesse. Cette femme, elle s'enfuit avec un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle connaît à peine. Elle va relater une journée de sa vie, comme le titre l'indique. Et on va comprendre comment le personnage qu'on a découvert au début a été marqué par cette journée-ci, peut-être la journée la plus importante de sa vie. La plume de Zweig est magnifique, j'ai vraiment annoté tout le temps. Ça m'a beaucoup fait penser à Rilke, il y a quelque chose d'assez proche. C'est poétique, c'est extrêmement poétique, c'est nostalgique. Je n'ai qu'à citer un extrait que j'ai souligné pour voir à quel point c'est beau. J'aurais rejeté tout ce que dans la société on nomme pudeur et réserve, si seulement il s'était avancé vers moi en disant une parole ou en faisant un seul pas. S'il avait tenté de me prendre, à cette seconde, j'étais perdue et liée à lui pour toujours. Je brûlais de m'abandonner toute. Je ne le sentis que lorsque je fus seule avec moi-même, lorsque la passion qui, un instant auparavant, exaltait encore son visage illuminé et presque séraphique, fut retombée obscurément dans mon être et se mit à palpiter
dans le vide d'une poitrine délaissée. C'est sur la solitude, sur l'intériorité, sur l'amour, sur l'évolution, sur à quel point l'amour forge et à quel point la jeunesse est constitutive de soi, à quel point les sentiments sont constitutifs. C'est tellement bien écrit. Et j'ai été très étonnée en le lisant parce que j'avais lu du coup Lettre d'une inconnue qui est portée au nu par beaucoup de gens et que j'avais pas spécialement aimé. Alors peut-être parce que justement on me l'avait vendu à 2000. Mais celui-ci, c'est vraiment un trésor quoi. Et je vous conseille de le lire. Il est vraiment très court et il vaut le coup, il vaut vraiment le coup. Lancez-vous sans vous questionner. Ensuite, j'ai lu un recueil de textes sur le végétarisme. Donc on a plusieurs parties sur la prose et les vers. Donc on a du Ovide, on a du Platon, on a du Rousseau. Ensuite on a tout ce qui est sur les essais végétariens. Donc par exemple Plutarque, Voltaire, Yourcenar, Lévi-Strauss. Ensuite quand les végétariens s'écrivent, Louise Michel, Élisée Reclus, Gandhi, Kafka, Ginsberg. C'est découpé de cette façon-ci. Moi j'ai bien aimé les deux premières parties, la dernière m'a moins plu, mais peut-être parce que j'ai moins l'habitude de cette écriture dans le type journal et pensée. J'ai beaucoup aimé l'extrait de Ovide et ça me donne vraiment envie de lire les Métamorphoses. Ensuite j'ai beaucoup aimé l'extrait de Platon. Et j'ai redécouvert Garcia Lorca, que j'avais lu avec La Maison de Bernarda Alba quand j'étais en L2, qui m'avait vraiment beaucoup plu. C'est une pièce de théâtre que je vous conseille aussi de lire, qui est un huis clos sur une mère qui enferme ses filles après la mort du père. Très glauque, mais très bien. Du coup, je me dis, il faut vraiment que je me retourne vers la littérature hispanique, enfin que je me tourne vers la littérature hispanique parce que je n'en lis quasi jamais. Et que je me retourne tout simplement vers Lorca parce qu'il est assez bon et que j'aime vraiment bien sa pensée de ce que j'en vois. Et après j'ai lu Oh les beaux jours de Beckett, pièce qui ne m'a pas beaucoup plu. On va suivre deux personnes qui sont Winnie et Willy et il y en a une des deux qui est sur le point de décéder et c'est un dialogue entre les deux. Il y a une inversion de la notion d'enfer et de paradis, de beauté, de tristesse, de laideur. J'ai pas spécialement accroché. Je vais pas vous en dire plus amplement, de toute façon j'en ai assez parlé dans le blog pour le coup. Et les deux derniers livres du mois, The Promised Neverland de tome 1. Le scénario est écrit par Darius Shirai et le dessin est de Potsuka Demizu aux éditions Kazé. On en a beaucoup entendu parler sur internet. On va découvrir des enfants de 11 ans qui se rendent compte que l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés n'est peut-être pas finalement si paisible, si accueillant et plaisant. Il y a des enfants qui partent, qui se font adopter et au fur et à mesure et par inadvertance, par une situation fortuite, ils vont se rendre compte que les enfants qui partent se font un peu dévorer. Donc pourquoi? Et pourquoi celle qui leur sert de mère a l'air de savoir tout ça? Donc ils vont mener l'enquête et ça va être un univers fantastique. Alors c'est un côté qui m'a déplu. Moi je suis pas du tout dans le fantastique et je voulais me tenter à ce manga parce que je retrouve un goût pour ce type de lecture depuis quelques temps et vu qu'il était très plébiscité, j'ai voulu suivre la hype, dirons-nous. C'était sympa mais je sais pas, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. J'avais pas envie de le lire tout le temps comme c'est le cas avec Orange qui s'inscrit davantage dans la réalité. Je sais pas si je vais lire la suite. Ça m'a pas accroché à tel point que j'ai envie d'aller acheter le deuxième tome tout de suite. Donc voilà, je verrai si un jour je retombe dessus et que je me décide. J'ai trouvé ça sympa. Les dessins sont pas mal, on entre vite dans l'univers, mais après est-ce que ça accroche? Personnellement, moi j'y suis peu sensible finalement. Ça dépend vraiment de si vous aimez vous détacher des réalités ou pas.
Le dernier, il s'agit de Le Petit Paradis de Joyce Carol Oates. C'est une autrice contemporaine et qui est très connue aux États-Unis parce qu'elle a gagné énormément de prix. Membre de l'Académie américaine des arts et des lettres, Joyce Carol Oates est née aux États-Unis en 1938. Auteure d'une œuvre considérable, elle a notamment reçu le National Book Award pour le prix féminin étranger 2005 pour Les Chutes et le prix Jérusalem en 2019. Donc voilà, c'est une autrice états-unienne quand même assez importante. Je l'avais jamais lue, donc elle est relativement connue pour son côté un peu dystopie. Effectivement, c'est une dystopie. On va suivre Adriane qui est dans une Amérique totalitaire, une dictature. Quiconque sort de la norme est immédiatement supprimé. Imprudente et idéaliste, majeure de sa promotion. La jeune fille commet l'erreur de vouloir briller lors de son discours de fin d'études. Elle est immédiatement arrêtée et transportée 80 ans plus tôt. Forcée d'adopter une nouvelle identité, elle lutte pour se souvenir de son passé, jusqu'au jour où elle rencontre un autre exilé du futur. Alors, le début était vraiment bien. On se laisse très vite happer par le texte. C'est haletant, c'est intéressant. On voit que l'héroïne a du caractère et ça fait plaisir. On aime à la suivre dans sa découverte en fait de l'université, ou du moins moi c'est ce qui m'a plu. Ensuite, je trouve que ça s'égare et que ça tourne un peu en rond au milieu, notamment lorsqu'elle rencontre l'homme qu'elle aime, hein, on va pas tergiverser. Elle s'écrase beaucoup, je trouve. Et ça m'a un peu... Elle s'accroche à lui en fait. C'est quelque chose qui m'a dérangée dans le sens où l'intrigue était similaire. C'est-à-dire que vu qu'elle n'était pas avec lui, l'intrigue avait du mal à avancer parce qu'elle était là, oui, je veux le retrouver, c'est si important qu'on fasse ça à deux, et oui, j'entends, mais dans son attente, on la ressentait et il n'y avait plus que ça qui était là, et elle est devenue beaucoup moins indépendante et c'est ça qui m'a vraiment déplu. J'avoue que ça a un peu bloqué mon engouement pour ce livre. Et puis la fin relevait pas forcément le tout, c'était pas mauvais, mais j'avais passé trop de temps à me dire que ça en prenait pour être totalement subjuguée par ce retournement de situation. Je pense que c'est pas son meilleur. Il y a un truc forcément très orwellien, très proche de 1984, même si là pour le coup on revient dans le temps. Il y a une inversion du temps qui est pas forcément la même. Parce que dans 1984, on est dans le futur et là, on revient dans le passé. Bien que les deux soient en lien, je me comprends. Voilà, je pense que je me retenterai à un autre ouvrage, peut-être l'un de ceux qui a gagné les prix. Elle a quand même une pensée féministe à ce que j'ai cru comprendre, elle a quand même agi. Donc faudrait que j'essaie de voir s'il n'y a pas des interviews d'elle où elle évoque le sujet, parce que ça peut m'intéresser. J'en ai terminé avec les livres, il me semble pas avoir oublié quelque chose dans tout ce bilan culturel. J'ai parlé des séries, j'ai parlé des films, j'ai parlé des podcasts, j'ai parlé des chaînes YouTube et j'ai parlé des livres aujourd'hui. J'espère que ces deux vidéos vous auront plu, j'espère que celle tournée sur les livres vous aura plu. Je vous annonce tout de suite que, à mon avis, pendant le mois de septembre, je vais beaucoup moins lire parce que j'ai repris les cours et je lis beaucoup plus lentement, je sais pas trop, j'arrive pas à trouver des œuvres qui me stimulent en ce moment. J'ai mis 10 jours pour lire 260 pages. Donc je vous parlerai de ce roman-ci pour le bilan du mois de septembre, je tease un peu. En tout cas, je vous répète encore une fois que j'espère que mon bilan culturel du mois d'août vous a plu, que j'ai pu vous parler de façon intéressante d'ouvrages, que vous les ayez lus ou non, dites-moi si ça vous a donné envie. Et puis, de toute façon, on peut se retrouver sur Twitter, sur Instagram, vous pouvez voir ce que je vois, ce que je lis, ce que j'écoute sur Sens Critique. Je me tâte à faire un Goodreads ou un Letterboxd, donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à aimer, et puis si vous voulez me parler, vous me rejoignez sur les réseaux sociaux comme j'ai dit avant, et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.